Bienvenue sur Work Explorations. Moi c'est Mathieu et chaque semaine j'explore le futur du travail avec une vision qui intègre le bien-être et la santé à travers des gens qui font, qui testent des choses concrètes pour construire un futur souhaitable et partagent ce qu'ils ont compris sous forme de clés d'action pour aider chacun d'entre nous à mieux travailler. Ce podcast est fait pour vous si vous voulez être architecte et non victime de votre futur. Parce qu'à chaque épisode vous repartez avec une action concrète à mettre en place maintenant. Ce podcast est un média libre, ça veut dire que je ne touche pas un copec dessus, c'est mon activité de coaching pour entrepreneurs et dirigeants qui me permet de gagner ma vie et de continuer à le faire. En gros, je les accompagne pour construire une marque personnelle forte et faire décoller leur autorité et leur visibilité en ligne. Maintenant que vous savez tout, je mets le lien dans la description de l'épisode et je vous souhaite une bonne écoute. J'ai adoré enregistrer cet épisode avec Dorian Chiavarella parce que j'ai senti beaucoup de passion dans l'échange. Dorian est un entrepreneur récidiviste qui nous parle de sa passion pour la vente, en l'occurrence, et de comment elle lui a permis de partir de zéro et monter plusieurs boîtes, recruter des centaines de personnes, lever des millions d'euros, vendre ses boîtes, etc., etc. La capacité à se vendre, sans dépendre d'une autorité extérieure, sans demander la permission finalement, c'est pour moi un enjeu énorme pour le futur du travail, surtout en France où c'est pas dans la culture. Parce qu'on va vers un monde du travail où on va être amené à changer de job toute sa vie, où le statut d'indépendant prend de plus en plus de place, où on va être amené à actualiser de plus en plus notre savoir-faire. Et donc le faire savoir est quelque chose de super important selon moi, qui ne pourra jamais être remplacé par ChatGPT ou une intelligence artificielle. Et donc je trouve que c'est super important de bosser là-dessus, et cet épisode est une bonne source d'inspiration. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Dorian, bienvenue. Hello, merci beaucoup, content d'être avec toi Mathieu. Merci à toi de répondre présent au micro de Work Explorations. Je pense que tu peux aider vraiment beaucoup de monde ici. Moi en premier, mais aussi pas mal d'auditrices et auditeurs, parce que savoir vendre, savoir se vendre est un problème pour à peu près quiconque qui veut prendre son destin en main aujourd'hui, que ce soit pour trouver un job, que ce soit pour vendre une prestation, que ce soit pour trouver une associée, que ce soit pour négo un truc avec sa femme, que ce soit pour... Enfin, etc., etc. Et en fait, toi, tu es quand même multi-entrepreneur, tu as monté des boîtes, tu as levé des fonds, tu as recruté des centaines de personnes, et on sait très bien que les investisseurs parient sur des gens quand ils parient sur un business naissant ou un business early stage, comme on dit dans la planète startup. Et c'est pareil pour tes premiers salariés. En fait, les premiers salariés qui te rejoignent au début, ils parient sur l'humain, ils parient sur toi. Et voilà, donc en fait, derrière tout ce que tu as fait, il y a un truc qui est sûr, c'est que tu as su très bien vendre et su très bien te vendre. Et contrairement à ce qu'on pense, la vente, moi j'ai souvent entendu que la vente était purement transactionnelle. Moi, je pense que la vente n'est pas que transactionnelle, pour avoir bossé dans une école de vente aussi. La vente, elle est relationnelle avant tout. Donc voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même te laisser te présenter, Dorian. Ouais, bah déjà complètement d'accord avec toi. Content d'être avec toi aussi aujourd'hui. Donc moi c'est Dorian, j'ai 32 ans, originaire d'une petite ville de l'Est de la France. Actuellement CEO et cofondateur de Zelic, donc une solution à destination des commerciaux. Et précédemment, j'ai cofondé, j'étais le CEO de Ivancy, une plateforme d'influence marketing. Donc j'ai levé 6,5 millions et je l'ai revendu en octobre 2021 à un fonds d'investissement américain. Après 5 ans et demi de travail acharné sur ce projet, et j'ai commencé l'entrepreneuriat quand j'avais une vingtaine d'années. J'adore voyager, je voyage beaucoup, j'ai fait une trentaine de pays, et je suis basé à Paris. Merci, magnifique présentation. D'ailleurs, et c'est intéressant, d'ailleurs, j'ai déjà des pitchs, j'ai déjà des petites questions pour la suite. Mais avant ça, du coup, tu dis que tu as levé, tu as vendu ta boîte, puis là, tu relèves pour ta nouvelle boîte. Je viens de lever. Ou c'est fait d'ailleurs, tu viens de lever, c'est vrai, tu l'as Ouais, annoncé. c'est fait exactement. On a levé 5 millions d'euros en pré-seed, donc pour démarrer le projet. Donc là, on est en train de construire des effectifs. On est 20, 50% des effectifs sont des développeurs. Donc on se concentre vraiment sur le développement du produit. Donc on a levé des fonds. Ok, donc en fait, tu n'arrêtes pas de pitcher. Moi, ce que je voulais commencer par ça, en fait, c'est toi qui as fait beaucoup l'exercice. Comment tu te pitches aujourd'hui en 2 minutes? Même en 30 secondes? Tu veux que je te pitch en call call, je te rencontre dans la rue, avec la Hem, société, la présentation de la société, ou juste le pitch du produit? Qu'est-ce que tu préfères? le pitch, tu me rencontres,
Je suis un investisseur puisque tu as été très fort en levée de fonds visiblement, mais genre c'est un pitch, rapide. Tu sais quand tu passes parfois dans des trucs où tu as que 5 minutes. Moi, j'ai levé des fonds et parfois il y avait des trucs où on était plein à passer et on avait que 5 minutes et tu démarres par toi bien sûr. Moi, j'étais curieux de savoir en fait, ma question derrière, c'est qu'est-ce qui est important dans un bon pitch, hein, pour se vendre? Mais toi, du coup, comment tu te pitches quand tu as entre 30 secondes et 1 minute? Allez, c'est parti. C'est parti. Hello Mathieu, donc moi c'est Dorian, CEO et cofondateur de Zelic. J'ai 2 cofondateurs, Guillaume et Victor, avec lesquels j'ai monté la boîte. Société créée en janvier 2023. J'ai levé 5 millions d'euros en 2 semaines. Donc le but de cette levée de fonds, c'est de construire notre produit. On a vu certaines sociétés sur le secteur de la sales tech qu'on peut concurrencer. On a vu des opportunités et on a décidé de se lancer. Donc Zelix, c'est 20 personnes, 50% d'effectifs techniques. On se concentre, comme j'ai pu le dire, sur le produit. On développe un outil à destination des commerciaux. 3 grosses briques dans l'outil. Autopilote, c'est-à-dire qu'on va rapporter des leads pour nos commerciaux. On va enrichir les leads automatiquement, qui est la deuxième partie. Et la troisième des parties, c'est le multicanal. Nous, ce qu'on va permettre de faire, c'est contacter les prospects par mail, téléphone, WhatsApp, quels que soient voilà, les outils que tu peux utiliser dans la prospection. Développement rapide de la société, lancement de la bêta le 15, donc d'ici quelques jours, le 15 juin, et ensuite commercialisation du produit en septembre. Mmh. Merci. Très, très solide. En 1 minute, OK. Ouais, OK, très, très fort parce que j'ai tenu la minute, non? ouais, mais tu dis que tu as tenu la minute, mais moi je trouve que ce qui est le plus dur en fait, c'est de faire court. C'est de tenir, la minute justement et pas d'aller plus loin. Hem, Trop cool. Bon, on voit que tu es une machine, que tu es super entraîné. Qu'est-ce qui est moi, il y a eu plein de choses là, tu as dit plein de choses en réalité. Qu'est-ce qui est important dans un pitch? Moi, je vais te dire ce qui m'est le truc numéro un que je vois, au-delà du discours qui est bien rodé, qui est structuré, jalonné, c'est très clair, c'est qu'en fait, tu as du sourire dans la voix. Déjà, tu as l'air d'être content d'être là et en fait, bah, là, moi, je te vois, en plus, on est en visio, mais ça s'entend dans la voix et déjà, ça fait je suis sûr que le même pitch avec quelqu'un qui a pas l'air content d'être là, déjà, je l'aurais même pas écouté, en fait. Mais voilà, pour toi, qu'est-ce que tu travailles, tu vois, en vrai? Ah, tu Qu'est-ce qui est énormément de important? choses, alors déjà, tu as raison parce que, quand tu fais du cold call ou tu parles avec quelqu'un, si tu pas, l'intonation, si tu pas souriant, ça s'entend. On n'a pas envie de te parler, donc déjà ça, c'est un point qui est super important. Ta posture aussi au quotidien, tu vois? Quand tu discutes avec quelqu'un ou tu fais ton appel téléphonique, il faut que tu aies une bonne posture, que tu te sens prêt à faire ton appel ou à échanger. Il va y avoir, bah, le côté friendly, donc l'aisance que tu vas avoir, la manière dont tu vas t'exprimer, la connaissance aussi de ton parcours, de ta société, de ton secteur d'activité. Comme ça, s'il y a une question, tu peux rebondir assez rapidement dessus. Mais pour moi, la chose, la plus importante, c'est d'être confortable avec son sujet. Donc c'est-à-dire qu'il faut bien le connaître et à partir du moment où tu le connais bien, bah, c'est fluide, tu sais que ça roule. Mmh. OK. Tu prépares tout? Enfin, il y a quand même un truc, de script au début ou pas? Ou plus Ouais, maintenant? au tout début, si, tu pas le choix. Tu vois, avant, j'étais sur de l'influence marketing, donc je pitchais, l'influence marketing vraiment facilement. Là, je suis arrivé sur le monde de la sales tech, même si c'est quelque chose que je connais très, très bien. Il faut choisir ses mots, il faut choisir son pitch, il faut le faire comprendre même à un enfant. En fait, il faudrait que si tu pitches ta société à un enfant, il faut que l'enfant il puisse comprendre. Et donc voilà, Mmh. il faut pas rentrer dans trop de détails. Il faut être succinct et aller droit au but. Mmh. Et OK. Ce qui est intéressant, c'est que, bah, en fait, en réalité, on a déjà eu droit à 2 pitchs parce que tu t'es présenté avant, toi et là, tu as fait ton pitch et donc il y en a un, le dernier, qui était plus orienté, société, business et avant toi, tu t'es présenté toi et du coup, ça me donnait envie un peu de revenir sur, sur ton propre branding à toi, sur ta propre marque personnelle à toi en tant que CEO. Moi, je la trouve super bien travaillée, parce que tu es très actif sur les réseaux. Bah, tu as le smile aussi sur la photo. Tu parles beaucoup de, voilà, tu parles de ce que tu aimes, tu parles de toi, tu parles de tes sujets. Et là, tout à l'heure, la première présentation, celle où j'ai pas demandé un pitch, mais que tu as fait naturellement, bah, tu as dit d'où tu venais. Tu viens de l'Est de la France. Et voilà, moi, je voulais te demander, voilà, petite analyse de ton CEO branding. Euh, c'est quoi l'histoire que tu racontes sur les réseaux? J'ai une série de petites questions comme ça pour comprendre comment en fait tu travailles ça. Ouais, alors comment je me présente?
originaire donc de l'est de la France, une petite cité, qui était une cité minière, et donc lorsque les mines ont fermé, un taux de chômage qui a bondi. Ensuite, parcours, très sportif. J'étais en sport-études athlétisme au collège, j'étais en sport-études basket, au lycée. Ensuite j'ai continué avec les arts martiaux et les sports de combat. Donc j'ai beaucoup voyagé, énormément voyagé. Donc j'ai fait, comme je te disais, j'ai fait une trentaine de pays. Et c'est quelque chose aussi qui me représente beaucoup, le voyage, quelque chose qui ouvre en fait l'esprit et que je recommande vraiment. J'ai eu la chance aussi de faire une année Erasmus, en Lituanie, qui était incroyable. J'ai fait une année complète. C'était vraiment génial pendant mon bachelor. Et donc sur le personal branding, moi ce que je veux donner, c'est qui je suis, c'est la réalité, à quoi j'aspire, ce que j'aime. C'est vrai que je communique beaucoup en ce moment sur les réseaux, on voit passer pas mal d'actu, mais c'est ce qui me représente. Mmh. Et comment, une fois que tu as parlé de toi, d'où tu viens, ce à quoi tu aspires, ce que tu aimes, comment tu te positionnes aujourd'hui? Parce que tu vois, tu pourrais te positionner en expert sales, avant en expert influence ou en entrepreneur, en CEO. Tu réfléchis à un truc là-dessus ou pas? Avant tout, c'est en tant qu'entrepreneur, parce que j'ai entrepris, à l'âge de 20 ans, une vingtaine d'années. J'ai monté Ivancy que j'ai pu revendre en l'espace de 5 ans et demi. Et là, je remonte une société. J'avais monté différentes sociétés pendant mes études. Ouais, je pense que la première des choses, c'est entrepreneur. J'adore monter des projets, j'adore monter des business, quelque chose qui me motive. Ensuite, il y a le côté aussi, business angel, où je commence à être assez actif. J'ai investi dans des startups, j'ai investi dans des fonds d'investissement. Donc le côté financier me titille pas mal à l'issue de l'exit. Mais surtout que c'est super intéressant parce que ça te permet en fait de voir la différence entre toi en tant qu'entrepreneur et ta société, et toutes les autres façons de diriger une boîte et les tips des autres sociétés. Et donc ça, c'est vraiment incroyable. Mmh. Et ouais, et là, tu es en train de prendre la trajectoire de pas mal d'entrepreneurs à succès. Donc, tu es d'abord entrepreneur et en fait, comme tu as réussi, bah, maintenant tu vas réinvestir pour aider d'autres, heu, à si possible, ouais, arriver, à la même trajectoire que toi. Ouais, c'est très, très cool. C'est très, très cool. Et et du coup, comme tu fais plein de choses, hem, comment toi tu gères ta com en production et distribution de contenu? En termes de sujets, formats, fréquences, plateformes? Parce que en vrai, tu as pas le temps. Enfin, un gars comme toi, on se dit: «Mais comment il f» enfin, moi, je me dis: «Comment il fait?» parce qu'il y a pas le temps, en fait. Oh bah, le temps, tu de le prendre, hein. Ouais, ouais. Non, non, mais aujourd'hui, la communication, le personal branding est devenu super important. Donc, tu représentes ta boîte, tu représentes ton produit, et comme tu l'as dit, quand on investit dans une société, surtout en précide, on va investir sur la team des cofondateurs. Donc c'est la chose la plus importante. J'en fais beaucoup plus qu'avant du personal branding. Donc, comment je communique? LinkedIn, où je communique de manière assez fréquente dessus. Ça doit être, 4 posts semaine à peu près. Donc Mmh. j'essaie de mettre une routine en place. J'ai des personnes qui m'aident aussi en interne dessus. Donc, j'ai une personne qui m'accompagne sur des sujets où je donne les thématiques, on écrit ensemble, je fais une relecture en post. Ça permet en fait d'avoir beaucoup plus d'actualités à publier. Les podcasts, certains podcasts que je spot, où j'écris à la personne et je dis: «Bah, écoute, trop cool ce que tu as fait, j'aimerais bien y passer», et parfois, en fait, on m'écrit directement en me disant: «Bah, Dorian, j'ai vu passer ton parcours, je pense que tu peux être intéressant pour le podcast», et ça permet aussi, ben, de faire du branding, d'échanger, de rencontrer des belles personnes. Donc ça c'est top. Les articles de presse, donc là, sur la levée, on a eu, 15 articles de presse, que ce soit en France ou à l'échelle internationale. On a eu des articles en Europe et aux US également, on a été cités. Ça aide aussi. Donc en fait, ton personal branding, la chose la plus facile, c'est les réseaux sociaux, en Mmh. premier lieu. Ensuite, tu peux être invité à passer dans des podcasts ou autres quand tu as pas mal de choses à dire, quand tu as une thématique précise que tu peux aborder ou une expertise. Et ensuite, quand tu arrives, à avoir certains milestones, tu peux communiquer dans la presse, et donc, ça peut te permettre aussi d'avoir une amélioration. Le plus important, si tu veux développer ton personal branding, c'est pas parler de toi-même, c'est que les gens te permettent de parler de toi, et ça, c'est vrai que c'est super intéressant. Mmh. Et ça te prend combien de temps à peu près? Par jour ou par semaine? En général, En pas longtemps. Tu vois, ça doit me prendre, une demi-journée par semaine.
Mais là, avec l'annonce de la levée de fonds et les 2 dernières semaines, moi, je t'avoue que ça devait être, 50-60 de mon travail. Mais Ouais. c'est pas tout le temps comme ça. C'est-à-dire, c'est ponctuel quand il y a des moments forts, sinon il faut compter une demi-journée par semaine sur le branding. Ouais, OK. Non, mais c'est important d'avoir, l'ordre de grandeur parce qu'une demi-journée, pour pas mal de gens, c'est pas rien. Mais moi, je pense que c'est une demi-journée bien investie, hein. Et Ouais, c'est super bien investi. parce que ouais, toi, tu vois certainement l'impact sur les en tout cas, plus tu es crédible, plus tu as de l'autorité, plus c'est facile aussi de vendre derrière. Donc justement, je voulais savoir comment toi tu bosses ton réseau? Est-ce que tu le bosses avec un objectif particulier? Au début, quand j'étais étudiant, je me fixais en fait un café par semaine avec des alumni. Ouais, pour développer le réseau. Après, le réseau s'est créé assez naturellement avec les clients que j'ai pu signer à l'époque, les anciens salariés que je pouvais avoir, les gens que tu rencontres en soirée. En fait, ton réseau, tu le développes tous les jours, hein. Toutes les personnes que tu rencontres, tu peux développer ton réseau et cette personne, un jour peut te servir pour X ou Y raison. Donc ça, c'était la façon dont je construisais. Donc j'ai commencé très jeune. Dès mes études, mon objectif, c'était de rencontrer un maximum de personnes pour poser des questions et apprendre sur des thématiques. Et la deuxième des choses, ça va être de s'entourer des bonnes personnes. Parce que plus tu t'entoures des bonnes personnes, plus c'est plus facile de développer ton réseau aussi parce qu'elles connaissent d'autres personnes. Donc voilà, ça c'est comment j'ai orchestré en fait le développement de mon réseau. Ouais. Mmh. Et OK, OK, OK. Et toi, tu vois un maintenant que tu as enfin, tu vois, c'est peut-être plus compliqué à voir maintenant que tu as un réseau qui est bien développé et cetera. Mais est-ce que tu vois un impact sur les ventes? Que ce soit pour vendre ta boîte, recruter des gens, est-ce que tu as étudié ça ou tu as remarqué ça? Pour recruter des gens, c'est beaucoup plus facile. Plus tu es visible, plus les personnes vont te répondre. Donc tu sais que tu vas avoir un retour, ça veut pas dire que tu vas réussir à avoir la personne dans ton équipe, ou que tu vas réussir, à «closer» entre guillemets, ce que tu attendais. Mais par contre, tu sais que tu as beaucoup plus de chances d'avoir une réponse et d'échanger avec cette personne-là. Donc ça va t'ouvrir des portes pour discuter et continuer d'élargir ton réseau. Donc le personal branding pour le réseau reste super important. Après pour closer les ventes, ça dépend pas que de toi et ton branding, ça va dépendre aussi de ta solution, de ce que tu commercialises, du prix, mais ça t'ouvre les portes. Les premières portes, Mmh. vont être ouvertes. Donc par exemple, tu vois, grâce au réseau que j'ai réussi à construire, je sais que là avec la bêta, bon on a la chance, qu'on a un beau go to market et en l'espace de 2 jours, on a eu 600 sociétés, inscrites sur notre bêta list. Mais même en dehors de ça, je sais que si je ping quelques CEO de boîtes, assez rapidement, je vais avoir un rendez-vous pour réussir à leur pitcher la solution. Donc ça va t'ouvrir des portes, mais ça va pas te closer. Après ça dépend du reste, quoi, mais ça va te faire Ouais, 50 du travail. ouais. Et attends, 600 inscrits en 2 jours, mais vous avez fait comment les gars? Ah ouais, mais ouais, c'est incroyable, hein. Franchement, on s'attendait pas à autant de boîtes, sur la plateforme en si peu de temps. Mais vous avez juste communiqué par les réseaux justement ou vous avez mis ça Je sur un product hunt? Enfin, j'en sais rien. Non, on n'a pas fait de product hunt encore. On n'a pas fait d'AppSumo, on n'a pas fait de communication de masse, en tout cas sur des produits. La seule com qu'on a réalisée aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux et c'est les articles de presse. OK. Bon mix. C'est vrai que les articles de presse sont les non mais les articles de presse, ça fonctionne, en termes de visibilité et crédibilité, c'est un Ouais, peu c'est génial. le c'est souvent sous-estimé mais en fait, ça marche quoi. Nous, on avait fait ça, quand j'étais chez Iconoclast au tout début, on avait encore pas grand chose et on avait pris une agence, RP et en fait, c'est vrai que c'est un peu cher, mais là, ça ouvre des portes, quoi. Tout de suite, quand les gens te voient dans tel journal, sur BFM et cetera, bah, ça fait de la visibilité, mais en plus les gens associent enfin, ça crée une sorte de biais d'autorité qui est hyper important aussi, quoi. Clairement. Bon, très cool, mais merci pour cette, ouais, c'était cool. Petite analyse de ton personal branding, ça m'intéresse toujours de savoir comment les CEO qui ont pas le temps, en fait, gèrent leur truc parce que je me dis si toi, tu me dis que c'est important et que tu mets une demi-journée par semaine dessus, alors que franchement, tu dois avoir un emploi du temps de ouf, ça veut dire que ça peut être intéressant pour pas mal de gens, quoi, qui ont pas forcément ton emploi du temps. Ouais, Heu c'est super important dans la strat aujourd'hui, faut le compter, faut le faire. et C'est on voit la différence, avec les personnes quand elles publient beaucoup, ça te fait un nombre de vues, ça développe ta notoriété, ça te fait le marketing de ta boîte,
à côté. Donc non, non, il faut le faire. Il faut être présent sur les réseaux et il faut communiquer. Après, il faut essayer de passer les bons messages. Ouais. Mais justement, alors maintenant que les portes sont ouvertes, grâce à ça, tu as du monde, tu peux engager la conversation et tu as des gens qui te répondent. Moi, je voulais savoir, toi qui est plutôt passionné par la vente, c'est quoi le format de vente, que tu préfères? Celui où tu es le plus à l'aise? Le cold call. OK, OK. Le cold C'est call, marrant. ouais, pour la prospection, ça va être le cold call et ensuite, ça va être la négociation avec, les clients enterprise, donc les gros comptes. Les gros comptes, OK. Donc, la négo OK, c'est marrant le cold call, c'est c'était vraiment le truc, encore je pense il y a 5 ans, c'était le truc pas fun, quoi. Tout le monde Personne vomissait le en cold parlait, hein. call. Tu pouvais pas en parler, tu étais un Non. as si tu faisais du cold call et là depuis 2-3 ans là, c'est en train de revenir. Bah, après il y a pas mal de d'évangélistes du cold call, qui prennent la parole, je salue Enzo Colucci qui est passé dans ce podcast, notamment et qui ont rendu le truc fun, tu vois? C'est marrant. Hem, C'est hyper efficace, tu vois? Chez Ivancy, les 7 millions d'ARR qu'on a pu faire à la fin, une fois que j'ai vendu la boîte et que je suis sorti complètement, c'était 90 du cold call. Donc ouais, mais c'était vraiment que de la pure vente, l'appel téléphonique, de l'appel à froid sur des prospects qui nous connaissaient même pas. Et tu arrives signer des grands comptes comme Sephora, L'Oréal, Carrefour, Nestlé, en cold call. c'est ouf, c'est ouf. Mais de toute manière, les stats le disent, hein, c'est le canal, enfin le format, le plus efficace pour prospecter et trouver des clients, hein. Bah, en fait, c'est un des meilleurs moyens. Pourquoi? Parce que premièrement, tu vas appeler la personne, tu l'as au bout du fil, tu peux lui poser des questions. Deuxièmement, ça développe la notoriété. Donc le jour où tu la rappelles, elle a déjà entendu parler de toi. En plus, si tu as des pains ou tu as des objections, tu peux les noter, tu peux les travailler d'un point de vue marketing, donc ça te donne des feedbacks hyper intéressants que tu n'aurais pas par email, par exemple. Et tu gardes la relation humaine. Quand on voit un mail, ça peut être bien fait, tu peux avoir des super bons retours, donc tu as des très bonnes stratégies d'emailing, mais le cold call, tu as le retour en direct. Donc tu Mmh, peux avoir un échange, tu peux créer du lien, c'est plus compliqué à faire, mais c'est efficace. OK. Mais justement, alors restons sur le call call, parce que ça peut décrocher son téléphone pour aller parler à quelqu'un, c'est pas évident pour pas mal de monde. Pour le commun des mortels, c'est pas facile. Parce que globalement, tu sais que tu as 9 chances sur 10 de te prendre une bâche. Je voulais savoir comment toi tu gères les non, tu vois? Comment tu gères les bâches? Même plus, hein, c'est plus que 9 sur 10, hein. Tu Ouais, vois, le taux, c'est entre 1 et 3 de succès. Tu vois, c'est faible. ouais. Faut se lever tôt, quoi. Faut être motivé, quoi. Ouais, ouais, il faut se lever tôt, il faut être motivé. Comment tu gères ça? Ce qu'il faut que tu te dises déjà quand tu vas faire ton cold call, c'est que certes, tu déranges la personne, mais si tu crois dans ton produit, tu sais que potentiellement, en fait, ça pourrait lui être utile. Donc tu sais que tu lui Mmh. vends quelque chose qui pourra changer sa façon de travailler. Donc ça, c'est le premier point. Le 2e des points, c'est de se dire: «Mais en fait, peur de quoi?» Même si la personne, elle me bâche, elle me connaît pas personnellement, donc en fait, elle va juste me bâcher potentiellement parce qu'elle a pas le temps, parce qu'elle est en rendez-vous, donc c'est peut-être juste une question de timing. Donc on peut la rappeler à un autre moment et la même personne qui nous a mis une bâche, potentiellement le lendemain, elle va nous écouter, elle va être OK pour pouvoir discuter. Donc pour moi, il y a pas à avoir peur. Mmh. Tu vois, à l'époque, c'était le porte-à-porte. C'était encore pire, tu imagines? Tu toques à Ouais, la porte: «Non, je ouais. suis pas intéressé» et je te la claque dessus, quoi. Là, à la rigueur, la personne, tu la vois même pas, je t'appelle, OK, tu as pas envie de me parler, mais tu me vois pas, il y a pas quelque chose sur le physique, Donc non, non, je pense qu'il y a pas du tout à avoir peur du cold call. Il faut juste que ce soit bien fait. Donc quand ce soit qu'est-ce que c'est être bien fait? Il faut que tu cibles, en fait, déjà le bon ICP, à qui tu vends. OK. Une fois que tu as ciblé qui tu vends, il faut avoir les bonnes données pour pas perdre du temps. Tu sais, 55 des commerciaux passent du temps à faire de l'admin et non de la prospection. Mmh mh. Tu perds plus de 50 de ton efficacité, en fait, d'un point de vue commercial, parce que tu as pas les bonnes listes, parce que tu dois enrichir tes listes, parce que tu dois passer du temps à les prospecter, envoyer tes mails, t'envoies ton SMS et en fait, c'est une problématique. Mais donc pour revenir au cold call, il faut le faire. C'est game changer. Mmh. Et OK. Et toi, justement,
tu te prends des bâches, mais tu as dû passer maître en l'art de traiter, certaines objections, genre: «J'ai pas le temps». En fait, c'est quoi les objections que tu reçois le plus quand tu, potentiellement, appelles quelqu'un qui ne s'y attend pas et comment tu les traites? Ouais, généralement, les objections, ça va être, j'ai pas le temps, j'ai pas de budget, je travaille déjà avec une solution, rappelez-moi plus tard, j'ai pas mon agenda sous les yeux, je suis occupé, je suis en vacances, comment vous avez eu mon numéro perso? Mmh. Ça, c'est les objections les plus courantes. Et comment tu les traites? Si on prend allez, on prend les 2 les plus chaudes, enfin celles que tu as le plus souvent? Genre: «Bah, vas-y, j'ai pas le temps là». Bah, si on me dit: «J'ai pas le temps», tu peux répondre de différentes façons. La première, c'est à quel moment je peux vous rappeler? Donc, Ouais. c'est la première des choses. La deuxième, c'est de lui dire, en fait, que l'appel va prendre 30 secondes, que ça va lui être bénéfique, qu'on va lui donner quelques informations et si elle est toujours pas intéressée à ce moment-là, qu'on la rappellera plus. Donc ça te permet, en fait, de mettre le pied dans la porte et tu as 30 secondes pour faire tes preuves et réussir à faire ton bon pitch pour qu'elle réussisse, pour qu'elle, elle accepte, en fait, de planifier un meeting avec toi. OK, OK. Ouais, donc là, on est dans du haut niveau. Il faut quand même être préparé pour bien délivrer, quoi, en 30 secondes. Et Il faut être rapide, hein. ouais, faut être super rapide. OK, faut débiter. Là, c'est le moment où il faut débiter, quoi. OK, et le «je suis pas intéressé», qui peut être souvent «j'ai pas le temps», en fait, mais tu vois, Ouais, comment tu fais? si on me dit: «Je suis pas intéressé», je demande est-ce que la personne a déjà une solution, similaire ou concurrente? Pourquoi elle n'est pas intéressée? Est-ce qu'elle pense que c'est pas utile? Et après je rebondis en lui disant: «Ben, ça vous coûte rien de prendre 30 minutes, maximum avec un expert de notre société pour vous expliquer et au pire ça vous fera un benchmark». Donc même si vous ne souhaitez pas travailler avec nous, vous allez avoir des informations qui vont vous aider en fait dans votre métier. Mmh. OK, OK, OK. Heu, Hyper intéressant. Et OK, aujourd'hui, tu en fais toujours? Non, j'en fais plus. J'en fais de temps alors, j'en fais de temps en temps là, tu vois? On a fait un challenge récemment avec les équipes SDR et en fait, comme on développe un produit à destination des commerciaux, je voulais que les techs, le produit, le marketing, en fait, toutes les personnes de la boîte comprennent, mais pourquoi on développe cette solution? Donc Bien sûr. j'ai fait un challenge d'une demi-journée où on faisait tous du cold call. Donc, on Trop était bien tous ça. autour de la table, on avait des listes et on appelait tous ensemble pour voir la difficulté et le pain qu'on souhaitait résoudre. Donc, voilà, Mmh. c'est les seuls moments où je fais du cold call, c'est quand je passe un peu de temps avec les équipes et leur dire, «On est tous dans le même bateau, on y va, on fait un test». Ouais, OK, OK. Oui, toi, tu vends autre chose là. Tu recrutes, tu vends ta boîte en fait en permanence. Et Ouais. OK, et la négo, OK. En négo, est-ce que, rapidement, tu as peut-être, quelques on est tous amenés à négocier à un moment donné. Et c'est quoi ta vision de la négo? Est-ce que tu as quelques clés à donner? Tu disais que tu Sur aimais le bien. Ouais, sur l'enterprise. 1°, quand tu fais ta négo, il faut que tu puisses bien comprendre, quels sont les interlocuteurs, quels sont les champions, quels sont les décideurs, et quel est le chemin à parcourir pour réussir à signer ton deal. Donc ça va te permettre de savoir en fait, qui va t'aider au sein de la société, qui va prendre la décision, combien de meetings tu vas devoir faire, c'est quoi la roadmap, c'est quoi le timing, est-ce que c'est un appel d'offres ou pas, face à qui tu es. Donc il y a énormément de questions, à se poser pour faire le closing. Ensuite, en fonction de ton prix, de ton ACV, combien de meetings tu dois faire? Est-ce que tu closes en 1 meeting, en 2 meetings, en 3 meetings? Tu vois, sur une solution, nous, à l'époque, c'était 18 000 € d'ARR, donc le panier moyen annuel par client. Il nous fallait entre 2 et 3 rendez-vous pour signer et 3 mois, à peu près. Et donc on sait qu'au premier rendez-vous, on fait une phase de découverte, on pose Ouais. des questions. Au deuxième rendez-vous, on va montrer la solution. Au troisième rendez-vous, on va rentrer dans la négo. Donc tu as différentes phases qui te permet aussi de 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 comprendre, en fait, la problématique de ton prospect, de lui expliquer en quoi tu vas résoudre ces problématiques-là et tu vas l'aider dans son quotidien. Ensuite, ce prospect-là, potentiellement, va devenir ton champion, si c'est pas le seul décideur, et il va t'aider à rencontrer les autres personnes, potentiellement les managers, pour réussir à signer ton deal. Donc voilà, il y a cette phase-là, c'est un peu de le compte management aussi, hein, tu tiles, tu tisses ta toile, donc voilà, c'est une vraie stratégie de mapping de compte
qui va te permettre d'arriver à ton objectif. Mmh. Donc mapping de compte, hein, cartographie, d'entreprise pour, pour les auditrices et auditeurs. On fait beaucoup d'anglicismes, désolé, mais c'est vrai qu'on a parlé de quoi? On a parlé cold call, bon, prospection téléphonique, mapping de compte, c'est juste cartographier une entreprise, pour essayer de cibler les bonnes personnes. ICP, Ideal Customer Profile, bah, c'est le profil d'entreprise qu'on va cibler, et ensuite je sais plus ce ACV, qu'on on a a dit utilisé. ACV Ah aussi. oui, Bon, c'est le panier moyen annuel d'un client. ouais, et voilà, et quand on parle de compte, on parle bah, de clients potentiels, hein, d'entreprise. Non mais trop bien, aujourd'hui, toi tu fais de la prospection téléphonique et je trouve que c'est cool de se dire que c'est toujours le plus efficace, et en fait, comme c'est pas sexy, bah, tant mieux pour ceux qui le font et qui se donnent du mal. Pour toi, quand même, en 2023, là, j'ai compris que tu avais, quand même des sales, des équipes commerciales, dans ta boîte actuelle, vu que tu vends une tech. Ouais. C'est quoi les bons canaux à maîtriser, les canaux à maîtriser pour être, un bon vendeur en 2023? Call call, on y, re- Ouais, on y revient. Avant de faire ton call call, faire du warm, c'est-à-dire que tu envoies des mails qualifiés, bien faits, et une fois que c'est ouvert, tu appelles dans la foulée. La OK. prospection sur LinkedIn, les vocaux à envoyer, ça aide aussi beaucoup. Une fois que c'est écouté ou que c'est envoyé, tu sais que tu peux appeler dans la foulée. Et potentiellement, la personne, elle peut te rappeler, ça arrive aussi parfois. Il faut maîtriser tous les moyens de prospection. Plus tu cumules des moyens de prospection, plus tes chances d'obtenir ton rendez-vous augmentent. Donc en fait, un seul canal, ça suffit plus aujourd'hui. Mmh. Il faut que tu en fasses plusieurs. Et c'est ça aussi la différence entre les boîtes où elles font que du mailing pour essayer d'avoir des rendez-vous et celles qui vont faire du calling, du mailing, du LinkedIn. Elles optimisent les chances d'avoir un rendez-vous et d'avoir une croissance. Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, tu as beau être le meilleur du monde, tu fais tout à l'heure, tu disais 3 de taux de conversion, sur de la prospection téléphonique. C'est vrai que, bah, même si tu es très bon, tu plafonnes, et donc bah, autant aller chercher, plutôt que le 0,1 en plus en s'entêtant, autant aller chercher, 3 ailleurs, 3 ailleurs, et en cumulant en cumulant tout ça, d'avoir plus de résultats. Mais du coup, OK, moi ce que j'entends, tu as dit quand même LinkedIn, mail, appel. Donc en fait, un commercial aujourd'hui, il doit prendre la parole sur les réseaux sociaux, quoi. Ah, Il doit s'il est y vi- aller, il doit prospecter. ah, mais c'est sûr que déjà s'il est visible d'un point de vue personal branding, ça va l'aider. Et après, en plus de ça, bah ouais, il doit prospecter sur les réseaux également. Ouais, du coup, ça fait appel à pas mal, c'est cool d'empiler les canaux, possibles. Vocal, appel, mail, LinkedIn, mais ça fait quand même, pas mal une grosse palette de compétences, tu vois? Moi, j'avais une question, allez, une petite dernière sur la vente, c'était vraiment, c'est quoi pour toi les qualités indispensables, à travailler là dès aujourd'hui, mais là pour tout le monde, tu vois? Pas que pour un sales, pour juste devenir meilleur en vente, parce que c'est important de savoir se vendre aujourd'hui. Ouais, premièrement, ça va être la qualité de ta data. C'est-à-dire il faut que tu aies une data qualifiée pour pas que tu puisses perdre du temps, parce que même si tu es le meilleur vendeur, si tu pas une bonne data, bah, tu vas perdre 80 à 90% de ton temps à prospecter des gens, en fait, soit qui correspondent pas, soit qui vont pas décrocher, soit parce que c'est pas à jour. Donc la première des choses qu'il faut avoir en tête, c'est la bonne donnée. Une fois que tu as la Mmh. bonne donnée, ça va être pour avoir déjà la bonne donnée, il faut que tu saches à qui. C'est quel Ouais. type de profil tu vas targeter, tu vas cibler. Une fois que tu as ça, bah, ça va être ton pitch. Tu sais que tu as très peu de temps. Par les mails, en fait, s'il y a une faute d'orthographe, par exemple, tu sais que c'est drop. Donc, tu vas faire attention à la qualité de ton contenu, à la qualité de ton pitch pour réussir à être décisif en très peu de temps. Et après, ça va être la quantité et la rythmique. Donc, je t'ai parlé de la qualité, non, j'ai parlé de la quantité. En fait, il faut que tu aies aussi une quantité où tu peux dire par jour, par commercial, par SDR, donc ils font du phoning, je vais faire entre 50 et 100 actions par jour. Donc une action, ça peut être un LinkedIn, un mail, un appel, et tu sais que là, tu vas être dans les rangs pour atteindre tes objectifs. Et ensuite, il faut que tu aies des objectifs hebdo et mensuels. Mmh. OK, donc entre 50 et 100 actions par jour. Donc même pour quelqu'un qui serait pas vendeur, mais qui a besoin de se vendre, de vendre sa solution, en fait, OK. S'il sait à qui il s'adresse, s'il sait, s'il a une base de données, du coup une liste de gens,
qui est, vérifié, qui est propre, il sait que c'est pas des faux emails, il sait que c'est pas des faux profils. S'il a préparé ce qu'il dit et qu'il fait entre 50 et 100 actions par jour, en fait, c'est bon, quoi. Et après, il faut qu'il ait le bon pitch encore. Ouais, ouais, il faut Et avoir qu'il et préparé. qu'il et qu'il soit à l'aise. Mais sinon, c'est ça. En tout cas, il va être dans les clous. OK, OK, OK. Ouais, super, super intéressant parce que je vois beaucoup de monde en fait qui qui font pas du tout entre 50 et 100 actions par jour et en fait, plus tu en fais, plus tu progresses aussi, quoi. Ouais, plus Hem, tu es fluide, tu as une aisance qui va se développer. Non, c'est ce qui est recommandé. Hyper intéressant et je vais passer dans les questions que je pose souvent à tout le monde. Si tu devais, donner un conseil au Dorian, qui a, bah, le début de la vingtaine, qui allait se lancer dans l'entrepreneuriat avec toutes tes connaissances d'aujourd'hui? Il y en a plusieurs des conseils. Premier des conseils que je donnerais, c'est, j'avais pris un coach en cours de route, au bout de 3 ans de boîte, quand on était une cinquantaine. Et à refaire, je l'aurais pris plus tôt parce que ça t'aide vraiment, en fait, à te structurer, à pouvoir benchmark, challenger tes idées et avancer. Donc je recommande vraiment de prendre un coach. Hem, la deuxième des choses, c'est de vendre. Alors si tu as un produit technique qui te permet de faire du chiffre d'affaires assez rapidement, il faut que tu le mettes dans la main des clients, il faut que tu essaies de le vendre pour voir les retours et te faire directement une idée de ton marché. Donc voilà, ça c'est les conseils que je me donnerais. Donc c'est un, vends. 2, prends un coach pour développer tes compétences. Tu t'es fait coacher sur quoi? Ça m'intrigue. Ouais, je me suis fait coacher sur, structuration d'une équipe de direction, mise en place des communautés, reporting, voilà, sur tous ces sujets-là. OK et c'était vraiment d'accord, c'était un coach, qui t'aidait sur la partie management, quoi? C'est un coach qui m'aidait sur la partie management, exactement. Après, il OK, n'était pas OK. opérationnel, c'est je Ouais, faisais un ordre du jour, je lui mettais mes idées, on échangeait ensemble, et il me challengeait sur mes propres idées. OK. OK, OK. Non, mais super intéressant, enfin et tu as accepté à quel âge, du coup, de te faire coacher? Parce qu'il faut déjà accepter, se dire: «Ah ouais, j'ai besoin d'aide, je l'accepte et du coup, je vais demander de l'aide», quoi. J'avais 28 ans. OK. OK, ouais, super intéressant et aujourd'hui, tu te fais toujours accompagner? Aujourd'hui non, parce que je suis dans une phase de start, donc de début, donc pas forcément le besoin, mais en fonction des étapes de la boîte et des avancées, c'est sûr que je prendrai un coach. Ouais et ce sera pourquoi? Ce sera pour quel défi? Ah, ça peut être pour, les US par exemple, pour le Ouais, développement, aux US, ça peut être pour, hem, je réfléchis, bon principalement ça en fait, hein. Principalement le côté US. Après ça dépendra de la vie de la boîte et des évolutions, mais surtout le côté US. Aujourd'hui, en termes de salariés, moi, je saurais faire du 0 à peut-être 200-300 assez facilement, 300 salariés et je pense que passer les 300, c'est une autre étape et là, ça peut être bien d'avoir un coach, qui est sur la partie managériale. d'accord. Ouais, OK. Super intéressant et sur toi, sur la partie, performance, efficacité, bien-être, enfin, allier un peu tout ça, tu t'es fait coacher aussi là-dessus ou pas? Non, pas du tout. OK. OK, OK. Eh mais Ouais, de ce j'aurais côté-là, ça j'aurais gère. j'aurais dû, hein. Non, mais ouais, parce que c'est un challenge aussi souvent de se dire: «Bah, en fait, comment je fais pour être toujours en forme et gérer mon temps pour être, voilà, pleinement disponible avec les gens et du coup être un meilleur leader?» parce que tu as des gens qui te suivent et que tu peux pas te permettre d'être en posture, fatiguée ou faible. Enfin, j'imagine tu as eu des challenges là-dessus, quoi? Ouais, tu as énormément de challenges sur, vie pro, vie perso, management de ton temps. Hem, bon aujourd'hui ça va mieux, hein, c'est plus facile de manager, j'ai le passé qui m'a permis de bien comprendre les erreurs et de pas les refaire. Mais oh à refaire, j'aurais repris un coach là-dessus aussi. OK et ouais, c'est quoi ta plus grosse erreur en termes de, bah, de trucs au taf qui t'a fait un impact perso, quoi? Je pense que c'est d'avoir arrêté le sport. Ouais, OK. je faisais énormément de sport et quand j'ai lancé ma précédente boîte, alors je parle pas de Zelic, hein, je parle de d'Ivancy à l'époque. Hem, je travaillais, tu vois? Pendant 3 ans, je travaillais de 8 heures du matin à 2 heures du matin, je prenais pas de week-end. J'étais acharné et en fait, j'aurais dû garder le sport pour me détendre, pour changer les idées, pour être mieux, mentalement, pour être mieux physiquement.
Donc franchement, à refaire, pareil, ça c'est un conseil que je me donnerais, fais du sport au moins 2 fois par semaine. OK. OK et tu repris alors du coup? Ouais, là j'en fais, ouais. C'est quoi? Du coup, tu fais quoi en tant Je fais, qu'ancien athlète? Enfin, escalade, tu un ouais, OK, ouais, là je fais de l'escalade, je fais du paddle tennis. OK. Ouais, ça m'arrive de courir de temps en temps, mais pas souvent. Et ouais, principalement escalade et paddle tennis. Paddle tennis, c'est marrant, j'ai enregistré un épisode la semaine dernière avec, Hugo Benz qui lui aussi fait du paddle tennis. Oh les gars, vous êtes tous au paddle tennis quoi. Ça doit être vraiment bien, faut que je teste On devait et parler avec Hugo juste après toi, là, en plus à 16h, mais OK, là, il est en vacances, on se reparle bientôt. bah, faites un paddle les gars. Il a l'air d'être très chaud sur le sujet et il fait ça entre midi et 2. Voilà, je te dis tout. Ah, mais c'est oui, mais Heu, après il est à Bordeaux, il est trop loin. ah ouais, c'est vrai qu'il est loin, il est loin et ouais, est-ce que tu pourrais partager, ben, un de tes maîtres à penser ou une personnalité qui t'inspire? Non, j'en ai pas. Personne, non, non, franchement, j'ai pas de source d'inspiration comme ça externe. Non, après, moi, ce qui m'aide, c'est la famille. OK. Voilà, donc j'ai Bah, pas de personne, d'entrepreneur ou autre. Moi, c'est plutôt la famille, mes proches, où je sais que qu'ils sont là quand j'ai besoin, que je peux échanger avec eux au quotidien. Hem, ouais, c'est plus ça. OK et tu as réussi, ouais, à garder cet équilibre, pas trop t'en éloigner? Souvent le problème des entrepreneurs qui, bah, qui sacrifient le perso, quoi. Première boîte, si, à Evency, là, non. OK. Ouais, on refait pas les Là mêmes là, erreurs. j'arrive corréler les 2. Ah, super important, super important. Bah, merci. C'est ce qui te Hem, permet de tenir aussi. ah, bah, dans la durée, de toute manière, c'est un jeu de durée, hein. C'est pas un sprint. En fait, c'est même pas un marathon. Moi, ça me fait plutôt penser à un marathon, c'est tout plat. Ça fait plutôt penser à de l'ultra trail, tu vois, quand on compare au sport. Ça monte, ça descend à des moments, tu es KO, à des moments, tu revas bien. Donc c'est tellement long, de toute manière, que ouais, le jeu du long terme. Et la famille, t'es pas le premier aussi à me dire ça, en fait. Tu reviens aux trucs qui sont vraiment importants, quoi. Ouais, c'est essentiel. Avant-dernière question, Work Exploration, c'est un podcast sur le futur du travail. Donc on a parlé aujourd'hui de vente d'ailleurs et je pense que la vente et savoir se vendre, ça fait partie du futur, hein. Ça fait partie des trucs que pourront pas nous piquer, les ChatGPT et compagnie. Mais bref, je referme ce tiroir. On est sur un podcast qui parle du futur du travail. À qui dans tes contacts tu voudrais faire une passe décisive pour venir partager ici? Tu peux inviter, Nicolas Tsoan. Super, je connais pas. J'adore quand on me Bah, je recommande peux même je une peux je personne peux que je je peux connais te je peux pas. te faire l'intro. Bah, avec grand plaisir. On n'a pas parlé des intros, mais alors ça, dans une vente, ça ouvre des portes et tu pars avec un bon. Quand tu pars avec une reco, tu pars avec un bon avantage généralement. Ouais, ça aide, hein. Et même parfois quand tu as des bonnes relations, tu as même ces personnes-là, elles peuvent closer le deal à ta place. Et ça, c'est beau. Et après, c'est de l'apport d'affaires en fait. Non, mais c'est sûr, mais j'ai déjà eu ça. Non, mais j'ai déjà eu ça et c'est le levier ultra puissant aussi, quoi. Ah mais T'as moi, c'est même ce que plus je besoin c'est ce d'être que je bon faisais, hein. en Non, cold non, call. tu vois, j'avais des quelques clients, qui étaient satisfaits de la plateforme à l'époque, parce que là, on commercialise pas encore et je m'entendais bien avec et je disais: «Ah mais est-ce que là, j'ai un prospect, est-ce que tu accepterais de discuter avec lui une trentaine de minutes pour faire un feedback, un retour d'expérience?» Et tu sais que tu closes dans la foulée. Mmh. Non, mais c'est sûr. J'ai déjà été ce prospect qui discute. Tu sais, c'était un gars qui faisait bien ça. C'est Jonathan Cherki qui a fondé Content Square, que j'ai rencontré au tout début de sa boîte. Et moi, j'étais chez Unilever et j'étais jeune et j'étais trop content de sa solution. Et lui, je l'avais rencontré, il était trop sympa. Et après, à chaque fois, il me disait Mathieu, tu veux pas parler à ce gars-là, là, de telle grosse boîte, etc. Et en fait, moi, je le faisais avec plaisir à chaque fois. Et lui, c'est comme ça qu'il faisait. C'était une brute en vente aussi, hein. Ouais, c'est ce que je le connais pas personnellement, mais j'avais déjà entendu que c'était une brute. Ouais, et il avait tout compris, quoi, tous les leviers. Et en plus, il était sympa, donc comme toi, donc tu vois, C'est ça gentil. marche. Quel est le bah, du coup, tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais c'est quoi le meilleur moyen de te suivre, de te joindre, de t'envoyer un petit feedback pour ceux qui auront, apprécié l'épisode? Restons sur les réseaux, LinkedIn, hein. C'est parfait, LinkedIn et donc je mets le lien aussi de ton LinkedIn, de ta nouvelle boîte et Ouais, tu bref, peux tu me diras si tu veux que je mette des liens. ouais, top, bah, tu peux mettre le lien Instagram,
je parle que de ma vie pro. Et en fait, si tu regardes mon compte Instagram, tu vois toutes les étapes depuis que j'ai eu un salarié jusqu'à une centaine, jusqu'à la vente, jusqu'à la nouvelle boîte que j'ai montée. Tu vois un peu les acheminements, c'est drôle aussi. Ok, parfait. Je vais mettre le lien aussi. Bah, merci infiniment pour le partage, Dorian. Bah, merci à toi, franchement, hyper content d'avoir pu échanger avec toi sur ces sujets-là. Donc c'était très sympa, ouais. C'est la fin de cet épisode, mais peut-être le début d'une autre histoire ensemble. Je vous propose 2 options pour continuer. Première option, rejoindre ma newsletter VIP dans laquelle je donne un récap de chaque épisode en clé d'action. Elle s'appelle Le Carnet de Mathieu. Deuxième option, me faire un retour sur l'épisode. Je réponds à tout le monde. Vous pouvez le faire sur ma newsletter en répondant directement à l'email ou sur LinkedIn qui est le réseau sur lequel je suis le plus actif. Bien sûr, ces 2 liens sont dans la description de l'épisode. Pour terminer, je vous rappelle que ce podcast est un média libre, donc il ne me rapporte pas d'argent. C'est mon activité de coaching en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants qui me permet de gagner ma vie et de continuer à le produire. Si ça peut aider quelqu'un de votre entourage qui veut gagner en autorité et visibilité, parlons-en. Toujours sur LinkedIn, connexion plus message, et c'est parti. Merci beaucoup et à très vite sur Work Explorations.